Bienvenue à tous dans cette conférence enregistrée de l'IBA Région de Québec. Donc, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui d'avoir la conférence de M. Nicolas Mercier, qui va en fait faire une reprise de la conférence qu'on avait voulu organiser avec lui en webconférence en mars dernier. Donc, en espérant que vous allez apprécier le contenu de la conférence. Je me présente, Jérémy Guy, je suis le président de l'IBA Région de Québec et je vais faire une petite introduction de notre journée avant de passer la parole à notre conférencier. Euh, Comment va se dérouler notre soirée? Fidèle à notre habitude, on fait ça en soirée. On va avoir des brèves pour commencer à propos, un petit mot sur nos partenaires, deux petits mots sur le prix Graal 2020. On va vous parler de nos prochaines activités et nous allons laisser la place au webinaire. Je commence par vous rappeler la vision de l'IIBA Région de Québec. À l'affût des grands mouvements de transformation, l'IIBA Région de Québec vise à devenir le catalyseur du développement de l'expertise en analyse d'affaires et son rayonnement. C'est-à-dire, on veut que quand vous pensiez analyse d'affaires dans la région de Québec, vous pensiez à l'IIBA Région de Québec. Notre objectif est vraiment de permettre aux analystes d'affaires et à tous ceux qui font de l'analyse d'affaires dans la région de Québec de pouvoir continuer à se développer professionnellement, développer leur réseau de contacts. C'est un petit peu là qu'on essaie de se placer en tant qu'organisation. Pour la mission, c'est d'accélérer l'intégration des meilleures pratiques en analyse d'affaires produites par l'IIBA afin d'améliorer le succès des transformations organisationnelles dans la région de Québec. Encore une fois, pour la région de Québec, on est là pour aider les organisations à offrir une meilleure qualité d'analyse d'affaires, mieux travailler dans les projets, générer plus de valeur pour leurs parties prenantes. Donc, c'est là le but de l'IIBA. Donc, on est là pour supporter les analystes d'affaires et les associations de la région. Pour suivre nos événements sur nos différentes plateformes, vous pouvez aller directement sur notre site Internet, sur notre page LinkedIn, sur notre page Facebook. Vous allez être au fait de nos prochains événements. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre infolette où nous partageons tous nos événements à venir. Un petit mot sur nos partenaires. Un grand merci à nos partenaires 2020. C'est grâce à eux qu'on est capable d'organiser des événements dans une période actuellement où que tout le monde est seulement, on ne peut pas nécessairement se déplacer beaucoup. C'est eux, entre autres, qui nous permettent de continuer à opérer, de faire des événements comme vous avez la chance d'avoir aujourd'hui, donc une conférence de Nicolas Mercier. Donc, c'est eux qui nous permettent de continuer à être là et de continuer à vous offrir de la valeur en tant qu'analyste qui, à la maison, est capable de consulter. Après ça, c'est des capsules. Un petit mot sur nos différents partenaires. Donc, un grand merci au partenaire OR GFT, créé en 1987, entreprise spécialisée dans le secteur financier international avec un volet assurance grâce à l'acquisition de Veneo en 2018, consolidant ainsi sa position sur le marché nord-américain. Elle développe des technologies et des services informatiques innovants qui aident les entreprises à maîtriser leur transformation. Donc, GFT, un grand merci. Alicia, fondée en 1992, entreprise nord-américaine spécialisée en stratégie et en technologie numérique. Elle accompagne et aide ses clients à atteindre leurs objectifs d'affaires, principalement en optimisant l'utilisation des technologies numériques dans les domaines de la stratégie d'affaires, des services applicatifs, des solutions d'entreprise, des données et l'analytique. Un autre partenaire, le secrétariat du Conseil du Trésor, créé en 1971, le secrétariat du Conseil du Trésor est l'appareil administratif du Conseil du Trésor. Il trouve son assise légale dans la loi sur l'administration publique. Il soutient les activités du Conseil du Trésor et assiste son président dans l'exercice de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations, il veille à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources, ainsi qu'à une saine gestion contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes en ces matières. Aussi parmi nos partenaires Revenu Québec, créé le 1er avril 2011, Revenu Québec ou l'Agence du Revenu Québec est l'agence du gouvernement québécois chargée de la perception des impôts et des taxes. C'est une entité autonome qui remplace depuis cette date le ministère du Revenu du Québec. Elle administre les programmes et les services que nous confie le gouvernement. Elle est sous la responsabilité du ministère des Finances. Ça faisait le tour de nos partenaires or. Maintenant, au niveau de nos partenaires argent, qui sont tout aussi importants pour le maintien de nos opérations, CGI, fondée en 1976, CGI est une entreprise canadienne et l'une des plus importantes entreprises de services conseils en technologie de l'information et en management au monde. Elle offre un portefeuille complet de services et de solutions, de services conseils stratégiques en TI et en management,
des services d'intégration de système, des solutions de propriété intellectuelle, ainsi que des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué. Partenaire bronze, R3D, fondé en 1993, R3D Conseil est un groupe conseil indépendant en management et technologie de l'information. Il concentre ses interventions dans 3 grands domaines d'activité, la gestion de projet et bureau de projet, assistance à la maîtrise d'ouvrage et le bureau de programme, et gestion et productivité des technologies de l'information. Et comme dernier partenaire, Livio, Affaires et technologies. Fondée en 2013, Livio est une entreprise qui se positionne comme levier de transformation pour les organisations. Elle concentre ses activités autour de 2 champs d'intervention qui sont les affaires et la technologie. Donc, c'est vraiment grâce à ces partenaires qu'on est capable de continuer jour après jour à organiser des activités pour encore plus dans le cas d'une activité gratuite comme vous êtes en train de consulter actuellement. Quelques mots sur le prix Graal 2020. Qu'est-ce que c'est le prix Graal? Le prix Graal, c'est la grande reconnaissance en analyse d'affaires et leadership. C'est un prix qui a été développé ici même à l'IBA Région de Québec il y a plusieurs années et qui a pour but de célébrer la réalisation en analyse d'affaires d'analystes qui ont travaillé de façon innovante, qui ont fait travailler de façon vraiment exceptionnelle dans leur domaine à la réalisation de projets qui étaient d'envergure autant simple que très complexes, mais qui ont fait preuve aussi de leadership. C'est-à-dire, à chaque année, c'est un prix qu'on va assigner à une équipe qui a décidé de par eux-mêmes poser leur dossier de candidature pour ensuite être mis en comparaison avec toutes les autres entreprises qui vont avoir déposé leur candidature durant l'année et on remet le prix au début de l'été à chaque année. Cette année, nouveauté, on se joint à l'IBA Ottawa-Outaouais qui vient se joindre avec l'IBA Région de Québec et l'IBA Montréal qui donnait le prix depuis maintenant un total de 8 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Le prix Graal, c'est une très belle reconnaissance pour votre organisation si vous voulez essayer d'aller chercher un peu plus de notoriété, par reconnaître la réalisation de vos projets. On sait qu'on travaille super, super fort à réaliser des projets qui sont toujours plus gros que le précédent, plus imposants, qui sont plus innovants. On essaie de faire de la meilleure manière possible, essayer d'avoir le plus de leadership dans nos initiatives. Le prix Graal est une belle manière de faire reconnaître vos réalisations, les réalisations de votre organisation, d'aller chercher de la visibilité sur le marché aussi avec ces prix-là. La date limite des remises de candidature a été repoussée au 15 mai. Initialement, la date était supposée être le 15 avril. Suite aux conditions qu'on connaît actuellement, où que tout le monde est un petit peu réparti un petit peu chez soi, ça a été un petit peu difficile pour la plupart des organisations qui ont dû se retourner, trouver des nouvelles manières de fonctionner. C'est pourquoi on a décidé de prolonger la période de candidature d'1 mois pour laisser le temps à tout le monde qui est intéressé de vraiment soumettre leur dossier de candidature. Et on ne pourrait pas vous dire à quel point ça vaut la peine de soumettre votre dossier de candidature et des propres mots de gens qui l'ont déjà déposé. En plus d'avoir eu une super belle retombée à l'interne et à l'externe pour les entreprises qui ont gagné, tous ceux qui nous ont dit qu'ils ont fait le processus ont vraiment apprécié la chance de simplement parler avec les gens de l'organisation, faire un retour sur la réalisation du projet qui avait été fait, de prendre le temps de s'arrêter et de vraiment constater tout ce qui a été réalisé. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent dans nos organisations parce qu'on passe de projet en projet en projet. Prendre le temps de réaliser le travail accompli. D'où est-ce qu'on partait, où est-ce qu'on est rendu. Les gens apprécient beaucoup cet exercice. Donc, on vous invite à le faire. On vous invite à soumettre votre dossier de candidature. Il n'y a pas de frais et vous avez jusqu'au 15 mai 2020 pour le faire. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Laure Nélaton, la vice-présidente à la programmation de l'IBA Région de Québec, qui va vous présenter les prochains événements. Marie-Laure. Excusez-moi, je n'avais pas mon son. Bonjour, Marie-Laure Nélaton, donc vice-présidente à la programmation. Cette année, nous terminons l'année, vu les conditions liées à la pandémie, qu'on sait tous, avec 2 formations certifiantes en ligne, avec UX
YouCentric, qui a fait la présentation du webinaire sur le design de service le 4 mars dernier. Donc, les prochaines formations sont le 11, 12 et 13 mai. Donc, c'est 3 matinées de 8h30 à midi et demi. Donc, une formation de niveau 1 sur le design de service. Et ensuite, vous en avez une autre au mois de juin, donc 15, 16, 17 juin, toujours sur le design de service, niveau 1. Donc, le prix actuellement affiché en ligne est de 1300, mais pour les membres IBA de 1200 plus taxes. Et pour pouvoir s'inscrire, il faudrait écrire à l'adresse courriel marquée en bas de la fiche, donc info@uxcentric.ca. Nous en arrivons à la présentation de ce soir, donc la culture produit au service du client, donc présenté par Nicolas Mercier. Donc Nicolas est un passionné d'agilité, c'est une personne très posée, très calme, toujours à l'écoute. C'est une passion contagieuse parce qu'à le côtoyer, on a envie de lui emboîter le pas. Des gens qui communiquent efficacement entre eux et qui s'organisent pour livrer des produits avec une haute valeur pour leurs clients, c'est ce qui le motive au plus haut point. Il a découvert Scrum quelque part en 2007. Depuis, il a évolué dans des équipes d'abord comme développeur, puis comme Scrum Master et maintenant, il se consacre à plein temps au rôle de coach agile. Nicolas, je te laisse la parole pour parler de la culture produit au service du client. Merci, merci Marie-Laure. Je vais juste partager ma présentation. Ça va prendre... voilà. Est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui peut juste me confirmer qu'on voit bien? Super. Je vais juste me placer comme il faut pour qu'on puisse tous voir la même chose. Bon, parfait. Donc, oui, merci de l'IBA de m'avoir invité. Ça n'aura pas été facile d'arriver à faire cette présentation-là. Comme Jérémy le disait, on a eu un premier rendez-vous il y a quelques semaines. C'était au tout début de la période de confinement. Puis, tout le monde est en train de se lancer dans les outils de travail à distance. Puis je pense que la conférence qu'on a faite était sur WebEx, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça, je pense que l'afflux de gens à distance a eu raison de WebEx ce soir-là. On a eu des difficultés techniques. Mais bon, ça a été juste partie remise pour ça. On va reprendre ça donc ce soir. Je vais vous parler un peu de la culture produit avec une petite présentation qui s'appelle la culture produit au service du client. Pourquoi ça pourrait être intéressant pour des gens de l'IBA, des gens en analyse d'affaires? Juste pour placer les choses, on s'entend qu'en 1 heure, on ne fera pas une formation sur la culture produit. C'est vraiment un survol pour essayer de voir qu'est-ce que c'est. Comme Marie-Laure l'a dit, je suis un agiliste, un coach agile. Et la culture produit, c'est une forme d'agilité qui est à l'échelle de l'organisation, qui permet de voir l'organisation à travers les yeux de nos clients. Puis, je pense qu'en analyse d'affaires, ce qui est au centre de nos préoccupations, c'est évidemment les clients qui font affaire avec les différentes organisations dans lesquelles vous travaillez. Et donc, de savoir qu'est-ce que c'est que la culture produit, quel impact ça peut avoir sur des organisations qui sont en transformation. J'écoutais Jérémy tout à l'heure qui parlait de transformation organisationnelle. Je pense que la culture produit est au cœur de bien des transformations qui sont en cours à Québec, dans le marché de Québec et partout ailleurs dans le monde. Et donc, ça peut avoir un impact sur toutes les facettes d'une organisation et bien sûr le volet d'analyse d'affaires. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc oui, je vous laisse mes coordonnées en vous rappelant que je suis Nicolas Mercier. Je travaille pour, bien sûr, CGI. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon courriel qui est là. Sinon, je suis très facile à retrouver sur LinkedIn. Je vais vous parler de ce petit nuage-là qu'on appelle VCOP. C'est le fun. C'est le fun.
c'est pas une situation le fun qu'on vit, mais c'est le fun parce que je vais pouvoir faire des parallèles. Donc, je ne sais pas si les gens ont été exposés à qu'est-ce que c'est que VICA. Les gens qui ont eu peut-être des formations ou des présentations sur l'agilité en ont peut-être entendu parler. VICA, c'est un acronyme, en fait, qui se décompose par 4 mots, qui sont volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ces 4 mots-là décrivent assez fidèlement le monde dans lequel on vit. Ça vient d'il y a très longtemps, quelques années. C'est un terme qui a été développé dans le domaine militaire pour décrire les environnements dans lesquels les militaires opèrent. Donc, des environnements volatiles, incertains, complexes et remplis d'ambiguïté. Bon. Si on le regarde un peu plus en détail, la volatilité, c'est quoi? C'est des changements disruptifs et imprévisibles dans leur échelle et leur vitesse. Je pense que COVID-19, c'est un bel exemple d'un changement disruptif et imprévisible dans leur échelle et dans leur vitesse. On le vit très bien, puis on peut être à même de témoigner des impacts que ça peut avoir sur nos organisations. On s'entend qu'on n'en aura pas à toutes les semaines, on l'espère, mais dans notre quotidien, on vit quand même à plus petite échelle, bien sûr, des changements de ce type-là. On vit de la volatilité. On vit aussi de l'incertitude par rapport au nombre à la quantité d'informations qu'on a entre les mains parfois pour prendre des décisions. On dit que pour arriver à prendre une bonne décision, si je me souviens bien, c'est entre 35 et 75 % de l'information disponible, ou entre 25 et 75 % de l'information. Si on prend une décision avec moins d'informations, on encourt probablement des risques qui peuvent avoir des grands impacts. Puis si on en prend avec plus que 75, ben, on risque de se faire damer le pion ou se faire dépasser par un compétiteur ou quelqu'un qui essaie d'atteindre la même cible que nous. Donc, il faut être capable de prendre souvent des décisions avec pas beaucoup d'informations. On vit aussi dans un monde qui est complexe, donc il y a une multitude de composantes interdépendantes. Donc, pour mesurer quelque chose, prendre une décision, analyser un élément, souvent, il y a beaucoup de composantes qui sont en jeu qui s'influencent l'une l'autre. Donc, c'est difficile de juste se fier à un ou l'autre et c'est difficile aussi de choisir les bonnes. Et aussi, on vit dans un monde d'ambiguïté où l'information peut être interprétée de plusieurs manières différentes. Donc, en analyse d'affaires, on essaie de comprendre les besoins des gens qui nous intéressent. Ben, des fois, ça peut nous causer, ça peut nous jouer des tours parce qu'on peut interpréter de bien des manières l'information. Puis je fais encore, je me rends compte que je vais faire plein de liens. Je vais essayer d'en faire pas trop, sinon je vais avoir l'air un peu trop obsédé par le COVID-19. Mais bref, on est en télétravail, on travaille un peu plus des fois par courriel, par texto, à travers des messageries. Puis vous savez comme moi que parfois, de l'information écrite, ça peut laisser place à de l'interprétation, puis ça peut nous jouer des tours. Donc, ça contribue à de l'ambiguïté. Et donc, quelque part dans les années 2000, début des années 2000, il y a des gens dans le domaine du développement logiciel qui ont décidé de répondre à cet environnement VICA-là par des nouvelles façons de travailler. Et c'est là qu'a émergé l'agilité. À ce moment-là, on parlait d'agilité beaucoup dans les équipes de développement. Donc, des petites équipes stables, auto-organisées avec un niveau d'autonomie élevé, qui fonctionnent avec des petites itérations où ils vont aller valider rapidement les besoins qu'ils essaient de combler. Donc, itérer rapidement sur un même besoin pour mieux le comprendre et se réajuster au fur et à mesure. Vous voulez s'éloigner un peu de la mentalité un peu planification à long terme à l'avance qui nous vient de très loin parfois. On peut remonter jusqu'au Taylorisme. C'est des principes qui viennent de très longtemps, qui sont encore ancrés dans ce qu'on fait. Et donc, au début des années 2000, ben, il y a un groupe d'individus qui se sont réunis et se sont dit on a sûrement intérêt à trouver d'autres moyens de livrer de la valeur, de faire des projets, parce que le VICA nous empêche d'être efficace avec ces méthodes-là. Il faut changer nos façons de faire. Donc, c'est comme ça que l'agilité s'est développée et bien performer, si on veut, dans des équipes de développement logiciel. Mais qu'est-ce que ça a fait, en fait? On est devenu relativement très agile au niveau de la réalisation. Donc, quand on était en livraison de solutions et de produits technologiques,
on était très agile à faire la partie livraison. Mais si on regarde la chaîne de livraison bout en bout d'une organisation, bien, la partie que ça touche et l'optimisation qui a été faite est très localisée. On est vraiment agile à faire du code puis développer des produits, mais pour tout le reste de ce que ça prend pour pouvoir livrer ou répondre à des nouveaux besoins émergents, bien, on n'était pas si différent de ce qu'on faisait auparavant. Donc, est-ce qu'on avait vraiment amélioré notre performance de bout en bout? C'est là qu'on s'est commencé à se poser des questions sur l'agilité à l'échelle de l'organisation, l'agilité organisationnelle. Puis, c'est de là qu'est émergé les idées de s'en aller vers une nouvelle façon de voir nos organisations. Dans les approches de transformation organisationnelle, il y a mes collègues aux États-Unis qui ont publié récemment un billet de blog sur notre blog corporatif, puis ils parlaient de la spirale agile qu'une entreprise souvent va traverser en voulant s'agiliser. Donc, ça part d'une idée de dire on veut devenir plus agile pour plein de bonnes raisons, on veut livrer plus de valeur, on veut abaisser nos coûts, on veut mieux répondre aux besoins, on veut être plus efficace, plus rapide. Puis le classique, c'est on va faire un projet pilote, on va trouver un projet bien adapté à ça, puis on va le virer en agile. Donc, on va former les gens, former des équipes, puis une fois qu'on va retrouver notre formule, puis que nos gens vont l'avoir compris, on va essayer de standardiser à la hauteur de notre organisation. Et puis, ça peut devenir difficile, donc on va engager beaucoup de coachs, comme moi. Donc, on va amener une armée de coachs pour aider l'ensemble de l'organisation à devenir agile. Puis, petit à petit, nos agents de changement vont cesser d'apprendre sur ce qu'est notre organisation, puis comment développer son agilité, puis vont plus être en mode standardisé, puis répandre la façon de faire agile plus standard de notre organisation. On va avoir aussi, on va se rendre compte rapidement quand, je ne sais pas moi, quand la haute direction va regarder les coûts derrière toute cette agilisation-là, on va poser la question, inévitablement, qu'est-ce que ça nous rapporte tout ça? Est-ce qu'on a des métriques? Est-ce qu'on mesure l'avancement de notre agilité? Puis comment on mesure ça, l'agilité? Donc, souvent, dans des transformations, on n'a pas tant de réponses quand on arrive à ce moment-là. Donc, puis on ignore aussi d'autres aspects d'une organisation, de la performance, entre autres l'approche Lean qui parle d'amélioration continue, de résolution de problèmes, de pensée systémique, puis on se frappe à la résistance des gens qui ne veulent absolument pas changer. Puis dans tout ça, comme je dis, l'agilité vient du développement logiciel, puis le monde des affaires s'y retrouve un peu moins parce qu'on leur parle moins, on parle plus du côté technologique, on parle de DevOps, puis on parle de techno, puis de trucs qui sont pas, je les traduis librement, là, qui ne sont pas de nos affaires. Nous autres, les affaires, l'agile, ce n'est pas de nos affaires. Souvent, on va avoir cette conclusion-là émerger dans les organisations, puis on finit avec un mode mix, avec un peu d'agilité ou d'inspiration agile, puis finalement, ben, ça ne donne pas ce qu'on pensait que ça donnerait. Donc, c'est le genre de spirale dans laquelle on peut se retrouver assez rapidement. Puis encore, je continue sur le blog de mes collègues qui disaient qu'il y avait 4 conclusions. Ils disaient au-delà des évangélistes et des équipes pilotes qui ont embarqué dans l'agilité, l'agilité, elle demeure un mystère pour le reste de l'organisation. Ça demeure un peu mystérieux ce que c'est, ce que ça veut dire pour nous. Puis je me mets dans la peau d'analyse d'affaires, d'architecte d'affaires, des gens d'écoute d'affaires, puis je peux comprendre que ça peut être un peu mystérieux quand c'est pris de cet angle-là. L'agilité n'est pas pratiquée à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, donc j'en parlais du problème un peu plus tôt d'une optimisation locale, mais sur le bout en bout, on n'a pas tant agilisé nos choses. Par mauvaise compréhension de ce que c'est de l'agilité ou par manque comment je pourrais dire, manque de désir de faire ces changements-là parce que ça amène de la douleur, ça amène des changements qui peuvent être épeurants parfois. On a des efforts qui sont diffus parce que l'agilité n'est appliquée que partiellement. Donc, tu sais, dans la spirale, à un certain moment, on rencontre de l'adversité, puis on fait des choix, puis on laisse de côté certaines choses, puis ça nous donne une agilité qui est appliquée seulement partiellement. Puis là, ça a l'air un peu dogmatique, comme phrase, dire, il faut faire toute l'agilité de la meilleure manière possible. C'est pas vraiment ce que je dis, mais il y a peut-être
des fondements qu'on ne peut pas nécessairement mettre de côté, puis que par la force des choses, des fois, on ne se rend pas compte qu'on met de côté. Parce que l'agilité ne s'applique pas à tout, mais il y a certaines fondations qu'on a besoin à la base pour que ça ait un impact. Puis le dernier, c'est l'engagement est moindre lorsque la mise à l'échelle se complique. Donc, quand on vient pour se rendre compte qu'il faudrait faire une mise à l'échelle pour avoir un impact un peu plus grand que sur des projets pilotes, ça se complique parce que ça touche plus de gens, puis la recette qu'on a éprouvée à un endroit ne marche plus vraiment à l'autre, puis ça apporte son lot de défis. Donc, ce que ça fait, c'est que ça expose deux solitudes que j'appellerais. Je le vis beaucoup au quotidien, ces deux solitudes-là. Les affaires d'un côté, puis les TI de l'autre. On a une relation souvent client-fournisseur dans les organisations. Et les TI sont fournisseurs de services pour leurs clients internes qui sont les gens des affaires. Puis, quand vient le temps de livrer des projets, livrer des nouveaux, accomplir des nouveaux besoins pour nos clientèles, on n'a pas la même perspective de ce que c'est, ce qui est important. Les gens à faire vont avoir une perspective très affaires, centrée sur leur prestation de service, sur les besoins de leur clientèle. Puis les gens TI vont avoir aussi ils vont être centrés aussi sur les clientèles, mais ils ont aussi le devoir d'assurer la pérennité des services, la stabilité, la disponibilité. Ils ont donc à adresser des problèmes très technologiques. Puis, c'est pas simple à comprendre pour les gens qui ne sont pas dans les TI. Et donc, ça entretient un peu cette double solitude. Puis, on arrive difficilement à se comprendre souvent et à se rejoindre. Et puis, ça crée des frictions. Et donc, en bout de ligne, ça a des impacts, tout ça. Donc, ce qui serait bien, ce serait d'arriver à partager la même perspective. Parce qu'il y en a une seule, en fait, qui est bonne. Je ne dis pas que c'est celle des affaires ou celle des TI, mais il y en a une seule qu'on peut se rallier tous les deux autour. C'est celle des clients. C'est assez simple. Les organisations existent pour servir des clients, soit pour faire du profit, ou soit pour être en service. Donc, comme dans les organisations publiques, sont en service aux citoyens. Donc, la seule et unique perspective qu'on devrait avoir, sans pour autant dire que les autres perspectives ne sont pas importantes, mais celle qui devrait nous guider, nous rassembler, puis autour de laquelle on devrait s'organiser, c'est celle des clients. Puis si on construit notre organisation, ou si on organise notre organisation, nos processus, nos rôles, nos responsabilités, bien, on peut le faire à trois couches différentes. Ça, c'est mon modèle personnel à moi. C'est juste une façon d'expliquer ce que j'essaie de vous transmettre. Donc, la première couche, c'est pour une organisation, c'est d'arriver à comprendre les clients puis leurs besoins. Comprendre c'est qui nos clients, comprendre ce qu'ils ont besoin, pourquoi, puis c'est quoi leur relation avec nous. On va parler un peu plus tard d'expérience client. Là. On tombe vraiment dans le volet très expérience client. Une fois qu'on a compris ces clients ou qu'on a mis en place des processus et des façons de faire pour arriver à mieux les comprendre, on est en mesure de répondre à leurs besoins avec des produits, des services adaptés. Donc, on va avoir une partie de notre organisation qui est dédiée à la réponse et au service de ces clients-là, à travers un contact direct avec les clients ou à travers des produits informatisés, techno, etc., etc. Donc, il y a une couche de l'organisation que sa job, c'est de répondre aux besoins des clients. Et la dernière couche, la couche extérieure, c'est celle qui doit s'adapter, s'améliorer de façon continue. Donc, adapter, améliorer nos façons de faire, nos produits, nos services, mais aussi notre structure, notre culture et nos compétences. Donc, quand on parle de projet, parce qu'on met souvent en opposition la culture produit avec la culture des projets. Donc, quand on parle de projet, c'est dans la couche d'adapter et d'améliorer. On a compris nos clients, on a
interagit avec eux, puis on est mieux à même de comprendre comment on pourrait mieux répondre à leurs besoins. Donc, on va adapter et améliorer nos produits, nos services. Mais dans une organisation traditionnelle, très traditionnelle, puis encore aujourd'hui, on est très découpé en fonctions. Donc, on va avoir d'un côté nos clientèles qui vont être face à nos produits et services, et notre organisation, elle, est organisée en fonctions, et non pas en produits et services. Et donc, la fonction A fait une partie du travail pour livrer de la valeur à nos clients, la fonction B fait la deuxième partie, puis la fonction C fait la troisième partie. J'espère que c'est clair. Puis il y a une gouvernance en tout ça qui essaie d'arrimer le tout. Et donc, pour arriver à livrer des services à un client, à travers un produit ou un service, on a besoin d'autres fonctions, d'autres unités administratives, d'autres directions dans une organisation pour arriver à leur rendre des services. Quand c'est en lien direct et qu'on est aligné sur les mêmes priorités, bien, ça va quand même bien parce qu'on partage à peu près les mêmes priorités, puis on est aligné directement entre nous. Mais quand parfois on a des situations un peu plus complexes où on doit multiplier les interactions, multiplier les rôles, les responsabilités, partager l'imputabilité, etc., bien, ça devient un peu plus complexe. Puis, ce n'est pas toutes les fonctions de l'organisation qui ont les mêmes responsabilités de façon uniforme, et donc, on a de la négociation à faire à tout moment. Et pendant que nous, on essaie de trouver comment on va travailler ensemble, sur quelles priorités, puis qu'est-ce qui est important de faire, puis est-ce qu'on fait ça, ou bref, quand on discute, puis on essaie de trouver comment on va faire nos trucs, bien, la seule et unique personne qui en souffre, c'est nos clients. Alors, la culture produit est là pour essayer d'amener une façon de voir l'organisation différente. C'est-à-dire comment on peut organiser de façon soft ou hard, là, dur ou matriciel, ou bref, peu importe le modèle que vous choisirez, là, mais comment on peut organiser une organisation en fonction des clientèles et des produits et des services qu'ils livrent. Et ainsi, automatiquement, tout s'aligner sur livrer de la valeur pour nos clients et faciliter la vie des clients. J'ai parlé de l'opposition entre le mode de projet versus le mode de produit. On va prendre un peu de temps pour parler du mode projet. Qu'est-ce que c'est que le mode projet? Donc, prenons un exemple. Dans une organisation, mettons qu'on a un projet A qui est en route. Le projet A vient d'émerger d'objectifs d'affaires qu'on s'est donnés. Donc, on voulait livrer ou répondre à des nouveaux besoins, puis on s'est donné des objectifs d'affaires par rapport à ça. Et ça nous a permis d'aller chercher du budget, du financement. Puis, on s'est bâti, moi je suis un agiliste, on s'est bâti un plan, donc à travers un carnet de produits. Donc, on a des objectifs, de l'argent, puis quelque chose à faire, un plan. On va bâtir ensuite une équipe pour pouvoir livrer ce projet-là. Puis, pour pouvoir gouverner ce projet-là, on va se faire une structure de gouvernance pour suivre l'avancement du projet, pour s'assurer qu'on atteint les objectifs, qu'on respecte les budgets et qu'on suit le plan. Et puis, ben, dans une organisation existante, souvent, on a des produits et services qui existent, qui sont en place, et ces projets-là vont avoir des impacts sur ces produits et services-là qui sont en place. Par exemple, on est une organisation qui offre des produits technologiques, des systèmes ou des applications. Donc, il y a des gens qui sont en charge de faire l'entretien évolution de ces systèmes-là. Et donc, si les projets ont des impacts sur ces systèmes-là, ben, on va avoir besoin de s'arrimer avec eux. Donc, se faire des structures de coordination. Là, je simplifie ça au maximum. Les gens du PMI pourraient rajouter bien du détail sur ce que je suis en train de dire là. Mais j'essaie de donner juste une idée de ce que je veux dire. Donc, on a une structure de coordination qui embarque dans tout ça. Puis, avec tout ça, on devrait être capable à livrer de la valeur à travers ce projet. Le problème, un des problèmes, c'est qu'on a rarement un seul projet qui est en cours dans notre organisation. On est rarement tous dans le même bateau pour livrer ce seul et unique projet. Il y a souvent d'autres projets. Ces autres projets-là ont eux aussi des objectifs d'affaires qui sont différents des nôtres. Ont donc leur budget et leur plan, et ont aussi leur structure de gouvernance, leur propre équipe qui peut souvent même partager des membres d'équipe avec d'autres projets, puis ont eux aussi besoin des systèmes et des produits qui sont déjà en place. Et donc, ils ont leur propre structure de coordination. Et ces projets-là sont en compétition.
ça crée des enjeux, ça crée des problèmes ça met de la pression sur les systèmes qui sont déjà en place, ça crée de la compétition entre les ressources matérielles, financières et les ressources humaines. Puis, si je vais plus sur le volet plus techno, ben, du point de vue technologique, au niveau des infrastructures, des plateformes, des données, de la sécurité, des pipelines de mise en production, mais ce sont des services souvent horizontaux qui ne sont pas spécifiques à un projet ou à un autre. Et donc, eux sont en service à ces projets-là et donc sont sous très forte pression très souvent. Et donc, on est en compétition les uns avec les autres au final. Et encore une fois, comme je disais, un peu au détriment de nos clients. Et donc, ça ramène un peu, on se ramène un peu sur l'opposition entre les différentes perspectives entre les affaires et les TI. Puis on entend souvent du côté affaires ce genre de préoccupation. Les TI sont déconnectés des affaires, on leur demande de livrer des choses qui sont importantes pour nos clientèles, puis eux, ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas le faire parce que des enjeux technologiques, ça va nous coûter trop cher parce qu'on a une dette à adresser, parce que des enjeux de sécurité. Donc, bref, ils nous mettent des bâtons dans les roues, ils sont donc déconnectés de nos priorités. Je caricature, on s'entend. Puis les TI sont une boîte noire. On ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans, c'est juste qu'on a de la difficulté à leur faire ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Je vais prendre 2 secondes pour vous parler un peu de dette technologique, vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une boîte TI du point de vue technologique. Puis j'ai choisi l'angle de la dette technologique. Comment on se crée une dette technologique? Comment on peut être en retard sur nos avancées technologiques ou comment on peut laisser traîner des choses qu'on devrait adresser au fur et à mesure. Bref, comment ça peut arriver tout ça? Puis je vais vous donner une petite piste de réponse. C'est pas parce que les gens en TI sont paresseux et qu'ils ne travaillent pas sur les bonnes priorités, bien au contraire. Je vais utiliser la loi de Martek pour ceux qui la connaissent, sinon je vais vous l'expliquer. Ça expose la courbe des changements entre les changements technologiques dans les dernières années versus les changements à l'intérieur des organisations en termes de structure et de structure organisationnelle. On voit que les changements technologiques augmentent à un rythme exponentiel versus un rythme logarithmique pour les organisations. On ne rentrera pas dans exponentiel versus logarithmique. Je serais la pire personne pour vous expliquer ça. Allons-y donc simplement. La technologie, ça change vite, puis les organisations changent relativement lentement. Okay? Tout ça est relatif. Mais bref, ce que ça dit, c'est que l'avènement des nouvelles technos, puis là, on le vit, mettons. J'ai des clients, moi je le vois à travers CJ, il y a des clients que pour eux, le télétravail, ce n'était pas nécessairement une priorité dans les dernières années. Là, ils ont eu à faire une petite avancée fulgurante en termes de télétravail. Et donc, ils ont essayé de combler ce gap-là entre les deux. Donc, ça peut être assez douloureux. Mais tout ça pour dire qu'il y a une dette, il y a un fossé qui se crée entre ce que les technologies demandent versus ce que l'organisation est capable d'absorber. Puis quand on va être un peu plus agile au niveau de l'organisation, ça nous permet parfois d'accélérer la courbe de changement organisationnel, mais la courbe de changement technologique reste toujours très, 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 très grande. Puis, à moins d'être extrêmement agile comme organisation, puis complètement transformé du jour au lendemain, ça va être difficile de rattraper ces changements-là. Et ce qui arrive, souvent, c'est qu'on a besoin de faire un reset de la trajectoire complète. J'aime bien la description. Une organisation peut être resetée par une réorganisation, un branchement, c'est-à-dire on se part sur un nouveau nom, on se sépare ou en étant détruite pour réallouer les ressources. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à un certain moment, n'importe quelle organisation aura le choix de se resetter avec douleur ou disparaître. Et en ce moment, on le vit un peu à cause de ça. Le COVID-19 est en train de démontrer ce que c'est que faire un reset organisationnel. Puis je pense que les organisations sont en train de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de devoir être agile et changer rapidement de cap. Et vous ne voulez pas vous retrouver là. Parce que là, c'est un exemple parce qu'on n'a pas le choix de
faire avec, mais dans la vie de tous les jours, il va falloir apprendre, je pense, de ça et de développer plus d'agilité et de devoir transformer nos organisations. Et donc, la dette et la désuétude technologique creusent le fossé parce que les TI n'arrivent pas à suivre le rythme des changements technologiques et les gens d'affaires disent ben, c'est une boîte noire, l'été, on ne comprend pas pourquoi exactement ça arrive, mais ils comprennent que ça a l'air difficile de pouvoir faire des changements rapides et efficaces. D'un autre côté, c'est pour ça que l'agilité a germé très, très rapidement au niveau des TI et beaucoup moins au niveau des affaires, parce qu'au niveau des affaires, on a moins cette pression technologique, mais un jour ou l'autre, il va falloir rallier les deux perspectives pour en avoir une seule et même parce que sont très rares les compagnies de nos jours qui ne sont pas des compagnies de techno, des compagnies TI. Je lisais un livre récemment qui disait que la moitié, je crois, des employés de BMW sont des gens en technologie. BMW font des voitures, pas des ordinateurs. Mais ils ont compris qu'ils étaient de plus en plus une shop TI plutôt qu'une boîte qui fait des voitures. Je peux vous donner, je vais prendre 2 secondes pour vous donner une anecdote de Tesla par rapport à ça. Tesla a fait des voitures électriques et très, très, très technologiques. Donc, à l'intérieur d'une Tesla, il y a beaucoup de pièces électroniques et à un certain moment, Tesla s'est mis à déployer son réseau de superchargeurs, des bornes de recharge extrêmement rapides pour les Tesla. Ce que les gens faisaient, c'est qu'ils allaient stationner leur Tesla sur une borne de recharge hyper rapide et laisser leur voiture là, mettons, pour la nuit ou pour de très longues périodes. Puis quand d'autres propriétaires arrivaient pour faire leur recharge, mais il n'y avait plus de place disponible. Il y avait juste des Tesla vides avec personne à l'intérieur. Et il y a eu des plaintes qui sont mis à rentrer chez Tesla. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est quand, je ne me rappelle plus, c'était ridicule le nombre de jours, c'est en moins d'une semaine, ils ont redéployé une version du logiciel dans toutes les voitures à distance. Puis, ce que ça faisait, c'est que lorsqu'on était branché sur un superchargeur de Tesla, après un certain nombre de temps, je ne me rappelle plus le nombre de temps, ça calculait, ça se mettait à charger sur la carte de crédit la personne. Donc, c'était pas avantageux de laisser sa Tesla toute la nuit. C'était mieux de la laisser. Puis, une fois qu'elle était chargée, c'était une fois qu'elle était chargée, ça se mettait à coûter quelque chose. Bref, c'est jamais vu, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'était impensable de dire on va redéployer. Quand on fait des changements, des ajustements sur une voiture, il n'y a pas si longtemps, c'était un appel du garagiste qui disait ben, il y a un rappel sur votre voiture, vous devez prendre un rendez-vous. Puis, vous voyez, les changements techno amènent tout un paquet de nouvelles possibilités. Donc, ça creuse le fossé entre les affaires et les TI parce qu'ils n'ont pas la même perspective, puis ils n'auront pas le choix un jour de partager la même perspective. Et lorsqu'on fait des choix pour améliorer nos produits et services, on doit considérer différentes sortes de choses. Des nouvelles fonctionnalités qui répondent à des besoins, des anomalies qu'on a à régler, adresser de la dette technologique, adresser des risques techniques ou des risques organisationnels. Bref, il faut être capable de faire ces différents choix-là éclairés. Ce n'est pas une personne à faire toute seule ou une personne TI toute seule qui peut faire ces choix-là. C'est un ensemble de personnes qui ont différentes perspectives sur un seul et même produit dans le but d'améliorer la vie de nos clients. Parlons maintenant de gestion de produits. Qu'est-ce que c'est faire de la gestion de produits? Bon, c'est au cœur de la culture produit. La gestion de produits, ça requiert, avant de dire qu'est-ce que c'est exactement, là, comprenez que ça requiert un changement dans la manière dont les idées sont financées, livrées et mesurées. Il y a quelques mots importants là-dedans. Il y a idée. Il y a une approche par rapport aux idées dans l'organisation, comment une organisation peut faire de l'innovation et avoir des idées et les mener à terme. Ensuite, comment on va financer ces idées-là, comment on va les livrer, de quelle manière on va faire notre livraison et de quelle manière on va mesurer les objectifs qu'on va atteindre. Qu'est-ce qu'on va mesurer exactement? Il y a beaucoup de différences entre idées, financement, livraison et mesure entre le mode projet et le mode produit. Donc, on va avoir un cycle qu'on appelle construire, mesurer et apprendre. Retenez ces 3 mots-là. Je vais juste revenir en arrière sur
quand on livrait des projets auparavant, si on regarde la ligne du haut, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un besoin, puis on découpait ça en grandes étapes pour faire un plan, puis on livrait ça sur une très longue période, étant intrinsèquement convaincu qu'on avait compris parfaitement bien le besoin et qu'on avait le meilleur plan du monde. Tout ce qu'on avait à faire, c'est le livrer et qu'on allait gagner. Dans un monde moderne, ça peut être dangereux de faire ça. De penser qu'on comprend bien les besoins, qu'on est capable de faire le lien entre plein de composantes, que le besoin n'évoluera pas dans le temps, qu'il n'y a pas de complexité dans ce qu'on fait, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Bref, de faire fi du fait qu'on est dans un monde VICA et complexe, ça peut être dangereux. Et donc, l'agilité, ce que ça a amené, c'est de dire comment on peut faire ça, mais en petites itérations pour pouvoir générer des apprentissages. Fait que ce que je fais apparaître là, c'est on était capable de découper en plus petites itérations une petite partie de ce qu'on voulait faire. On va aller livrer rapidement quelque chose qui a de la valeur pour notre équipe. On va aller valider, on va aller chercher de la rétroaction chez nos clients pour aller générer cet apprentissage-là. Puis la petite boucle d'amélioration-là, c'est de voir, maintenant qu'on a fait cet apprentissage-là basé sur quelque chose de concret qu'on a livré, comment on peut apprendre de ça, puis qu'est-ce qu'on va réajuster. Puis on va réajuster ça en termes de financement, de planification, d'objectifs, de priorisation, etc. Et on va faire ça de façon fréquente et continue sur une longue période de temps. Avoir des équipes stables et dédiées tout au long du cycle de vie d'un produit. Donc là, on voit que, si je reviens en arrière, là, on ne parle pas de la même chose. Faire un projet, c'est comme fixe, défini dans le temps, ça commence, puis ça a un début, puis ça a une fin. Mais quand on passe en mode produit, on est constamment en train d'évoluer tant qu'il y a de la valeur qu'on va livrer pour nos clients. Donc, c'est vrai de dire qu'on peut passer d'un mode projet au mode produit, mais les implications ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas juste un enjeu de livrer quelque chose, le mode produit, ça touche l'ensemble de ce que c'est une organisation. Donc, si on prend la description que j'ai essayé de faire le plus simple possible, un projet, c'est une entreprise économique temporaire initiée dans le but de produire un résultat unique pour un client. C'est-à-dire qu'on veut livrer quelque chose à notre client. On va aller chercher un véhicule budgétaire, du temps, une équipe. On va se faire un plan, on va exécuter le plan, puis on va le livrer à notre client. Donc, c'est très linéaire. Puis en intrant de ça, on a la vision de notre entreprise, où est-ce qu'elle va aller, des stratégies pour atteindre ça, des objectifs d'affaires, du financement, de la planification. C'est ficelé à l'avance, puis tout ce qu'on a à faire, c'est passer à travers les étapes d'un projet pour livrer de la valeur. Dans le mode produit, c'est un peu différent. Un produit, c'est un bien ou un service, virtuel ou matériel, répondant à un besoin et évoluant en continu en fonction de sa pertinence pour sa clientèle. Donc, on va avoir les mêmes intrants, mais on va avoir une boucle de rétroaction à l'intérieur de notre produit. Donc, on va livrer, on va comprendre nos clients, on va pivoter sur nos stratégies et ce qu'on fait dans nos produits va devoir influencer les éléments qui sont en être, vont devoir influencer notre vision, nos stratégies, vont devoir influencer nos objectifs d'affaires, vont devoir influencer notre financement, les choix de financement qu'on va faire et vont devoir influencer notre planification. Donc, tout ça va bouger en fonction de ce qu'on va apprendre. Donc, on voit que d'un côté, on est très linéaire, on va du point A au point B en fonction de notre plan, puis ce qu'on avait prévu, puis de l'autre côté, on se donne un plan, on se donne des objectifs, mais on va faire évoluer en fonction de ce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc, on est centré sur apprendre de ce que nos clients veulent et s'ajuster au fur et à mesure à tous les niveaux de l'organisation. Parce que si je suis capable d'influencer tout ça, ça veut dire que je touche à l'ensemble de ce que c'est mon organisation. Très différent. Si on prend encore un autre petit comparatif qui vient de Gartner, entre projet et produit, sur 4 aspects, je vais vous faire la traduction en live sur le financement, sur le timeline, c'est-à-dire les calendriers livraison, sur la construction d'équipe et sur les métriques, les mesures qu'on va faire. Donc, en mode projet, on va financer souvent en mode annuel. On va avoir un financement annuel, un budget annuel qu'on va découper dans une feuille de route annuelle de livraison de projet. En mode produit, on va faire du financement en continu, beaucoup plus fréquent. Exemple, à tous les 3 mois, on va financer de la capacité et ça va nous permettre d'avoir des points d'arrêt où est-ce qu'on va pouvoir bouger du financement
ailleurs dans notre organisation, où est-ce qu'il y a le plus de valeur. Donc, au lieu de se faire un plan puis de faire de la gestion de capacité, on va se donner des points d'arrêt où est-ce qu'on va pouvoir prendre des décisions et pouvoir shifter notre argent où est-ce qu'on voit qu'il y a le plus de valeur. C'est très différent comme approche. Ensuite, sur les délais sont très formels en termes de projet, c'est-à-dire il y a une date de début et une date de fin, c'est fixe. Tandis qu'en mode produit, c'est en continu tant qu'il y a de la valeur tant que le produit sur lequel on travaille est générant la valeur pour les clients. Tant qu'il y a de la valeur qu'on peut en retirer, ben, il ne s'arrêtera jamais. Il va continuer. Si ce produit-là vaut quelque chose pour les 50 prochaines années, ben, il va rouler pendant les 50 prochaines années. Donc, sur l'aspect équipe, comment on bâtit des équipes, en mode projet, on va souvent avoir l'approche très matricielle. On va avoir, au début d'un projet, on va voir quelles compétences on a besoin, qui est disponible, qui on doit engager. Ça va influencer les contrats qu'on va aller chercher pour aller chercher de la main-d'œuvre ou des compétences qu'on n'a pas. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on va partager des gens à travers les projets, créant donc des problématiques de disponibilité, de changement de focus fréquent. Et du côté produit, on va avoir des équipes multidisciplinaires dédiées. Donc, la plupart des gens dans une équipe en mode produit sont dédiés à ce produit-là. Et donc, c'est aussi multidisciplinaire. Donc, comme dans des équipes agiles, on va briser les silos fonctionnels, puis on va faire un amalgame d'un paquet de compétences, donc toutes les compétences nécessaires pour amener de la valeur dans un produit. Puis les métriques traditionnelles qu'on va suivre en mode projet, c'est coût, délai, portée. Et on voit par contre dans les organisations un peu plus matures en termes d'agilité, certaines métriques sur les objectifs d'affaires, des mesures de type affaires, de type amélioration pour les clients. Et en mode produit, on est beaucoup plus orienté sur des métriques de type affaires, donc résultats sur les clients, la satisfaction client, des profits ou des parts de marché. Donc, ça expose un peu les différences entre les deux façons de voir les choses. À l'intérieur de la culture produit, on peut le découper j'essaie de l'expliquer des fois en deux volets. On peut voir une gestion de produits stratégique, puis une gestion de produits un peu plus tactique, puis au milieu, des choses qui sont partagées par les deux aspects. Donc, dans un volet plus stratégique, on va voir l'aspect vision et stratégie. On va faire de la gestion de portefeuille. Donc, dans une culture produit, on veut gérer notre portefeuille de produits. Et faire du flow dans notre portefeuille. Du flow, c'est comment on peut voir couler efficacement les éléments qui véhiculent dans notre portefeuille. Et on va gérer les objectifs d'affaires au niveau stratégique. Si on descend en bas au niveau tactique, on est plus en mode gestion de produits. Donc, dans notre portefeuille, on a un ensemble de produits. Et au niveau tactique, on va avoir de la gestion pour chacun de ces produits-là. Donc, on va avoir quelqu'un qui est en charge de gérer ce produit-là, des priorités et de s'assurer qu'il y a un flow dans le pipeline des livraisons. Donc, il y a de la valeur qui circule et qui est livrée efficacement dans ce pipeline de livraison à l'intérieur des produits. La priorisation est faite de façon constante et en fonction de maximiser la livraison de valeur. Puis, c'est là qu'on va retrouver les équipes en mode produit. Puis, au sens qu'on voit, ce qui est partagé par les deux aspects, c'est tout ce qui est expérience client, compréhension de nos clients, nos segments de clients, compréhension de ce qu'ils ont comme besoin, comment on arrive à répondre à ces besoins-là, puis comment on peut faire ça de façon continue. Puis on va avoir deux types de mesures. On va mesurer des bénéfices d'affaires en mode OKR, Objective Key Result, puis des mesures de flow de livraison en mode KPI. Donc, c'est quoi l'efficacité de notre livraison en mode KPI? On va mesurer plus notre performance en termes de livraison, de capacité de livrer efficacement. Puis, on va surtout aussi mesurer en termes de résultats et en bénéfices d'affaires. Donc, si on voit, mettons, je suis en analyse d'affaires, en architecture d'affaires, mais quand je suis en culture produit, je dois comprendre
où est-ce que je m'insère en termes de gestion de portefeuille, comment je peux comprendre qu'est-ce que c'est un portefeuille de produits à l'intérieur, mettons, d'une chaîne de valeur, comprendre comment je peux découper mes objectifs d'affaires en objectifs d'affaires stratégiques, plus tactiques et opérationnels. Je dois aussi être outillé en termes d'expérience client, en termes de mesures, en termes de bénéfices d'affaires. Puis, quand je suis en analyse d'affaires plus tactique, je vais être capable de faire de la gestion d'un produit, travailler avec des équipes de livraison en mode produit, comment faire de la priorisation de besoins à très bas niveau, puis comment je peux découper de façon itérative incrémentale des carnets de produits pour accompagner des équipes agiles. Je vais vous montrer quelques trucs. Là. Je vais pas vous faire des cours de Canva, mais là, ça va être ma série de Canva. Donc, ce que je disais en haut, c'est qu'il faut passer en mode culture produit, il faut se centrer sur son client, puis il y a différentes façons de comprendre son organisation pour arriver à comprendre ses clients. Puis ça, c'est un exemple d'outil que vous pouvez utiliser pour faire ça. C'est le Business Model Canvas que vous retrouvez chez Strategizer. Il y a un super bon livre qui a été écrit là-dessus. C'est un outil pour comprendre son organisation, comprendre c'est quoi nos propositions de valeur, c'est qui nos partenaires, qui sont nos clients, c'est quoi nos canaux pour atteindre ces clients-là, nos structures de coûts, nos structures de revenus, etc. Donc, ça nous permet de faire le tour de notre organisation puis de découper c'est quoi nos propositions de valeur qu'on offre à nos clientèles, puis comment on peut les développer. Donc, se centrer sur son client, c'est de faire devenir customer-centric. J'ai repris une slide de Gartner ici sur j'arrive jamais à traduire le customer-centric, la centricité sur le client. Allons-y comme ça. Donc, Gartner le décrit de cette manière-là. Être continuellement en train de comprendre et d'écouter nos clients, être continuellement en train de faire des follow-ups sur le feedback que nos clients ont. Je ne ferai pas le tour des 10 points, mais ce que ça dit là-dedans, c'est être en continu en contact avec nos clients pour les comprendre, pour valider notre compréhension, pour donner du feedback sur ce qu'on lit, pour partager de la connaissance même avec des clients, etc. Donc ça, c'est des aspects de comment je peux développer ma centricité sur mon client. Pour se centrer sur son client, par exemple, on peut utiliser des personas, puis essayer de voir qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui touche mon client, c'est qui mon client, c'est quoi ses souffrances, c'est quoi les gains qu'il veut rechercher, qu'est-ce qu'il voit autour de lui. Donc, vraiment faire une analyse de qu'est-ce que c'est un client pour nous. Puis je ressors un canvas, si vous avez à droite l'espèce du value proposition, ça c'est le canevas de proposition de valeur. Donc à droite, vous avez la vue client, puis à gauche, c'est notre proposition de valeur pour ces clients-là. Donc ça aide à faire du brainstorm sur c'est qui nos clients, qu'est-ce qu'ils vivent comme douleur, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme gain par rapport à ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir au day-to-day. Puis de l'autre côté, bien, notre proposition de valeur pour répondre à ça. C'est quoi nos propositions pour leur faire des gains? C'est quoi nos propositions pour alléger leur douleur? Puis en quoi on peut les servir en termes de produits et services. Donc, c'est un autre outil que vous retrouvez aussi, je crois, sur Strategizer également. J'ai parlé d'expérience client, puis bon, quand on parle d'expérience client, souvent les gens sautent sur les Customer Journey. Je ne vais pas m'étendre sur qu'est-ce que c'est que des Customer Journey ou des parcours clients. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple de qu'est-ce qu'un parcours client. Donc, en expérience client, ce qu'on veut, c'est pas juste comprendre les étapes. Un parcours, c'est pas juste les étapes à travers lesquelles un client passe pour consommer nos produits et services, mais c'est aussi l'ensemble des interactions qu'un client va avoir avec notre produit, notre marque, etc. Donc, c'est pas juste entrer dans un magasin, prendre un vêtement, l'essayer, payer, puis sortir. C'est comment on interagit à travers notre campagne de marketing, comment est l'ambiance dans le magasin, comment on s'adresse à lui, comment on fait du feedback par après dans son achat. Bref, c'est comment il se sent par rapport à notre produit, notre service, notre brand. Donc, quand on bâtit des Customer Journey ou des parcours clients, c'est ce qu'on essaie de cartographier pour mieux comprendre ces clients-là. Puis ça, c'est des
des trucs organiques qui doivent vivre avec le temps parce qu'on évolue, puis les clients évoluent également en fonction de ce qu'on leur offre, mais aussi en fonction de leur environnement qui évolue rapidement. Puis je vais passer rapidement sur le canevas de vision de produit, qui est un autre type de canevas qu'on peut utiliser pour celui-là. Je le recommanderais plus à des gens qui sont en contact direct avec des équipes de livraison, puis qui veulent rapidement se faire une tête sur c'est quoi le produit, c'est quoi la vision derrière ce produit-là, à qui s'adresse-t-il, c'est quoi les besoins qu'on essaye de combler, puis d'essayer de se faire des plans de match sur qu'est-ce qu'on veut amener qu'est-ce qu'on veut rehausser dans ce produit-là, puis c'est quel objectif d'affaires qu'on essaie d'atteindre. Donc avec ça, j'aime ça travailler ça avec des équipes de travail, puis des analyses d'affaires qui sont dans des rôles de PO ou de responsables de produits. Donc, je vais revenir quelques slides en arrière sur, je disais, quand on travaille dans des équipes produits, on travaille dans des équipes multidisciplinaires qui ont tout ce qu'il faut pour livrer de la valeur pour les gens qui consomment leurs produits. Puis ce qu'on voit ici, c'est nos deux projets puis nos deux équipes d'entretien et d'évolution qu'on voyait quand j'ai donné l'exemple de qu'est-ce que c'est le mode projet. Puis on voit que c'est 4 choses différentes avec 4 structures de gouvernance différentes, puis 4 objectifs d'affaires, puis 4 sources de financement différentes. Puis au final, si ces deux projets-là puis ces deux équipes-là servaient les mêmes clients, pourquoi serait-il 4 trucs différents dans une organisation? Puis pourquoi serait-il pas une seule et même chose commune? Ça peut demeurer 4 équipes, mais 4 équipes qui doivent collaborer ensemble, mais qui sont surtout gouvernées par une même structure, qui vont chercher leur investissement par le même canal, puis qui le partagent entre eux, qui partagent aussi les mêmes objectifs d'affaires, puis qui partagent le même carnet interpriorisé à plus haut niveau. Donc, c'est des équipes d'équipes qui doivent comprendre qu'ils sont alignés sur la même chose, la même clientèle et les mêmes objectifs d'affaires. Donc, on va essayer d'éliminer la duplication des structures puis la compétition entre ces équipes-là. On va plus les aider à travailler ensemble, se faire des plans ensemble, se synchroniser, avoir une vision à haut niveau ensemble, puis la découper dans chacun de leurs contextes, mais tout en partageant les mêmes enjeux. Donc, regrouper et aligner en mode produit avec, comme je dis, des objectifs communs, un responsable de produit qui dirige un peu cette équipe de produits-là. On fait autant des nouvelles fonctionnalités en termes de projet, de l'entretien, de l'évolution au sein d'un même carnet. On a une seule structure de gouvernance, donc une structure qui décide pour l'ensemble des priorités de ces gens-là, une planification commune, tout le monde ensemble, et des cadences et des découpages de livraison synchronisés. L'autre aspect, je disais, se centrer sur nos clients. L'autre aspect, c'est de passer en mode expérimentation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça, c'est le cycle du mouvement Lean Startup, qui est Build, Measure, Learn, qu'on traduit par construire, mesurer et apprendre. Donc, on doit, en mode produit, pour pouvoir aller chercher du feedback fréquent, on ne peut pas faire des longs projets complexes. On va faire des petits pas basés sur des idées. Donc, des organisations qui veulent passer en mode produit, qui veulent passer en mode Lean Startup, doivent avoir des processus pour générer des idées. Donc, avoir des processus d'idéation et d'innovation. Je nomme au passage le design thinking, donc l'utilisation, entre autres, de trucs comme le design thinking pour générer des idées, pour ensuite trouver les meilleurs et construire quelque chose, construire une nouvelle version de notre produit ou une nouvelle version de notre produit et le livrer rapidement pour ensuite mesurer les bénéfices en termes de bénéfices à faire, je disais satisfaction client, taux d'utilisation, etc., etc. Et baser tout ça sur des données pour pouvoir tirer des apprentissages et repartir sur des idées. Donc, il y a un cycle qui doit se faire le plus rapidement possible pour avancer. Et ce que ça fait, ça, c'est que quand je parlais du mode VICA qui vient perturber fréquemment, en réduisant la portée de ce qu'on fait, puis en prenant des plus petites bouchées, puis en expérimentant, puis en apprenant au fur et à mesure, basé sur des apprentissages en termes de bénéfices pour nos clients. On est à même de se réajuster fréquemment, réduire nos risques, puis mieux s'aligner et en même temps nourrir la partie innovation puis génération d'idées.
L'autre aspect aussi qu'il faut tenir en compte en gestion de produits, c'est mesurer en termes de résultats. Donc, il y a des exemples ici qui viennent du Flow Framework. Je vais donner le lien dans la slide. Dans le Flow Framework, il identifie 4 types de résultats possibles, des résultats en termes de valeur, de coût, de qualité et de bonheur. Donc, en termes de valeur, on dit des bénéfices produits pour l'organisation. Exemple, le nombre d'utilisateurs quotidiens d'une plateforme qu'on met en ligne. On va mesurer aussi les coûts en termes de, mettons, de coûts pour l'organisation. Si on prend, par exemple, le coût total d'opération, c'est quoi le coût total que ça nous requiert pour opérer ce service-là ou rendre disponible ce produit-là? Puis quand on fait des améliorations, des changements, est-ce que ça a un impact sur le coût total d'opération? Troisième mesure de résultat qu'on peut utiliser, en fait qu'on doit utiliser, c'est la qualité perçue par le client. C'est assez névralgique. Donc, exemple, on peut mesurer le nombre d'anomalies ouvertes. Si notre nombre d'anomalies explose, on n'est peut-être pas super aligné sur nos ambitions de qualité. Puis le dernier, je peux parfois surprendre, mais je trouve qu'il est assez intéressant. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez le creuser peut-être sur le site du Flow Framework ou dans le livre que vous allez voir sur le site. C'est le bonheur des employés, parce que on veut des équipes stables, dédiées, multidisciplinaires, puis des équipes aussi à qui on va donner beaucoup de responsabilités et d'autonomie. Il n'y a rien de pire que de donner de l'autonomie à des gens qui sont malheureux, démobilisés, puis qui ne veulent rien savoir de travailler, puis de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour des bénéfices des bénéfices tangibles pour l'organisation, mais aussi pour des bénéfices moraux en termes d'organisation. On veut que nos employés soient heureux, puis que leur bonheur soit au maximum. C'est important de mesurer ça. Donc, mesurer, entre autres, la mobilisation des employés, puis il y a d'autres façons de mesurer ça. C'est pas facile de mesurer ces choses-là, mais c'est important de le faire. L'exemple que j'ai donné là, c'est l'Employee Net Promoter Score. Donc, si vous demandez à un de vos employés, quelqu'un qui travaille chez vous, est-ce que tu recommanderais, mettons, de 1 à 10, note-moi à quel point tu recommanderais ton organisation à ton meilleur ami, ton beau-frère ou peu importe. C'est une façon de mesurer le bonheur d'un homme. S'il vous donne une note exécrable, c'est peut-être parce qu'il n'est pas super heureux chez vous. S'il donne une bonne note, ça donne peut-être une indication de ce que c'est. Donc, ça, c'est garder l'équilibre, si on veut, là-dedans. Fait que des fois, c'est intéressant dans une des vidéos que l'auteur donnait. Il utilisait des dashboards qui mettaient ces 4 mesures-là en parallèle. Puis des fois, on voyait la valeur monter, puis les coûts baisser, puis la qualité aussi baisser parce que les gens faisaient de l'overtime, puis ils travaillaient fort, puis ils livraient, puis là, le bonheur se mettait à diminuer. Donc, la game là-dedans, c'est d'essayer de garder l'équilibre dans tout ça. Je pense qu'ils sont tous importants. Ces mesures-là sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais ce qui est surtout important, puis on revient peut-être à la spirale que je disais tantôt, mesurer des choses, mesurer en termes de résultats d'affaires, mesurer, c'est très important, ça nous permet d'apprendre. Des fois, on apprend beaucoup subjectivement par des impressions, des a priori, mais on ne valide pas nécessairement. C'est bien là, le côté émotif, le côté intuitif. Je suis quelqu'un de très intuitif, mais il faut contrebalancer aussi avec des faits parfois. Et c'est très important de le faire. Donc, en gestion de produits, on doit se faire influencer par différentes sources. On va faire le tour rapidement de ce que sont ces sources-là. On peut se faire influencer par un plan stratégique. Donc, dans notre organisation, on a une stratégie qui vient de la gouvernance, une vision de où on va amener notre organisation. On découpe ça en objectifs et en stratégie pour les atteindre. Donc, assurément, quand je fais ma gestion de produits, que ce soit de la gestion de produits en termes de portefeuille de produits ou ma gestion de produits en termes de je gère un produit spécifique, je dois être absolument influencé par les stratégies puis la vision de où mon organisation veut aller. Deuxième chose qui doit nous influencer, je ramène mon petit cercle des 3 couches de comprendre, répondre et améliorer à travers l'expérience client. Donc, ça doit nous nourrir constamment cette expérience client. Et c'est
c'est très important de comprendre que plus la boucle de réattraction va être rapide et plus elle va être riche, plus on va avoir du succès dans ce qu'on entreprend. On doit aussi avoir du feedback d'équipes opérationnelles qui sont sur le terrain, donc en termes de satisfaction client, en termes de télémétrie d'utilisation. Donc, quand on travaille en mode produit, on va avoir le plus de données possible pour comprendre les besoins de nos clients. Puis, ce n'est pas juste des interviews avec nos clients, c'est aussi des trucs très technologiques. Comme par exemple la télémétrie d'utilisation, savoir est-ce que ce bouton-là dans cet écran-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà cliqué dessus? Il y a quelques années, je travaillais dans une petite PME, puis on avait eu beaucoup de demandes de notre responsable de produit pour améliorer le rapport XYZ qui était accessible uniquement par un bouton à quelque part. Tu cliquais sur le bouton, puis ça produisait le rapport. Puis c'est très important d'ajouter des détails, des fonctionnalités, puis dans ce rapport-là, basé sur son feeling personnel, je pense. Parce que quand on a proposé de mettre la télémétrie à l'intérieur pour voir qui cliquait sur le bouton, ben, on a découvert que pas beaucoup de monde cliquait sur ce bouton-là. Bon, les histoires courtes, c'était pas nécessairement parce que le rapport n'était pas bon, mais c'est peut-être juste parce que le bouton était difficilement compréhensible ou accessible. Mais bref, ça nous a indiqué qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là, puis il faudrait investiguer. Donc, à tout le moins, ça peut guider des questions qu'on peut poser à nos clients. L'autre volet, je disais, il y a un volet stratégique à la gestion de produits, mais il y a un volet tactique aussi qui est en lien beaucoup avec les équipes en mode produit. Bien, ces équipes-là peuvent nous donner aussi beaucoup de feedback lorsque je suis en gestion de produits. Donc, être proche de ces équipes-là, travailler de façon colocalisée avec ces équipes-là pour les accompagner au day-to-day, au quotidien et apprendre de ce qu'eux peuvent percevoir, de ce sur quoi ils travaillent, c'est absolument important. Et le dernier aspect, ben, je suis quelqu'un d'affaires, donc je suis dans un domaine d'affaires, je bâtis mon plan d'affaires, j'ai des stratégies d'affaires, donc ça aussi, c'est d'autres aspects qui doivent m'aider à remplir mon petit carnet de priorités, de choses que je veux amener à mon produit, à mon portefeuille. Je fais un petit croche super rapide sur justement la gestion de portefeuille qui peut se faire ici. Le modèle qu'on voit là, c'est le modèle de Flight Levels de Klaus Leopold. Vous avez le lien sur son site web qui explique juste que lui découpe sa gestion de portefeuille en 3 niveaux. Un niveau stratégique, au niveau coordination, au niveau, le niveau 2, ce serait peut-être là où est-ce qu'on verrait le mode les équipes produits, puis niveau opérationnel dans les équipes de livraison. Donc, il y a des liens à faire entre tout ça, mais comme on n'est pas dans un cours de gestion de portefeuille, je fais juste un petit clin d'œil par rapport à ça. Je résume un peu ce que je disais pour alimenter une organisation en termes de culture produit. On doit avoir des idées, nourrir l'innovation. On n'a pas parlé tant que ça du design thinking, je l'ai juste mentionné rapidement. On doit surtout être en mode de lean startup, en mode expérimentation et mesure et apprentissage. Donc, on parle des organisations apprenantes. Il y a probablement des réponses dans le mouvement lean startup pour vous indiquer qu'est-ce que c'est qu'une organisation apprenante, puis comment l'entretenir et la bâtir. Et ça, c'est alimenté en bout de ligne par, oui, des équipes agiles de livraison, en mode agile, en mode DevOps, pour arriver à livrer fréquemment de la valeur. Donc, je disais dans mon intro, on est parti beaucoup sur le 3e volet qui est le bout agile. DevOps est venu par après. Et donc, il reste très pertinent dans tout ça. Je vais faire un petit survol rapidement sur ce que c'est l'aspect livré en mode produit. Donc, on a la culture produit, on a la gestion de produit, l'alimentation, si on veut, du système de livraison. Mais le système de livraison en tant que tel, on va le voir rapidement, qu'est-ce que c'est. Donc, on a des équipes agiles qui sont des machines à livrer de la valeur fréquemment puis se réajuster au fur et à mesure parce qu'ils sont auto-organisés, ils sont qui avancent à petits pas puis qui apprennent au fur et à mesure. Et donc, on veut tirer profit de ces équipes-là. Mais des équipes produits, on a vu, c'est des équipes d'équipes agiles. Donc, c'est plusieurs petites équipes agiles, auto-organisées, qui doivent trouver comment se coordonner puis avancer ensemble. Et donc, je disais, quand on a une équipe produit, on partage des objectifs communs, on partage une gouvernance commune, puis quelqu'un qui est responsable d'alimenter une équipe produit. Donc,
Ce qu'on fait pour amener les équipes produits à s'engager ensemble, on va leur donner des objectifs communs, des priorités, puis on va leur dire, faites-vous une planification ensemble, une planification à l'échelle ou un big room planning. Et puis ces équipes-là vont s'alimenter à travers les priorités et les objectifs d'affaires. Ils vont s'alimenter chacun de leur côté, mais coordonnés. Donc, ils vont faire leur plan ensemble, ils vont prendre chacun leur petit morceau, puis ils vont s'assurer que tout le monde est aligné sur le même grand plan. Puis, ils vont faire leurs itérations agiles pour livrer fréquemment de la valeur. Et comme ils livrent quelque chose qui sont tous en commun ensemble, ils vont faire de l'intégration fréquemment. Puis, ils vont faire ça de façon très fréquente. Donc, ce qu'on voit, c'est... on va cadencer l'avancement de ces équipes-là. Fait qu'ils vont avoir les flèches bleues qui apparaissent. C'est des moments où on se rejoint ensemble, puis on fait de l'intégration, on revisite nos plans, on fait de l'amélioration continue ensemble pour arriver à livrer quelque chose qui est plus grand que chacun de nous. Et à travers tout ce processus-là, ben, on va s'assurer de rester synchronisé sur les objectifs qu'on avait au départ, puis faire des ajustements dès qu'il y en a, parce qu'il va y en avoir constamment. Et juste une petite note pour les gens à faire, des fois on voit ça comme des grosses machines à livrer du code TI, mais il peut y avoir, oui, des gens qui font du développement logiciel, qui livrent des fonctionnalités, mais il peut y avoir aussi des gens qui font de la gestion de changement pour supporter ces fonctionnalités-là, puis aussi des gens qui font purement de l'amélioration de processus. Fait que, ça ne veut pas dire que c'est que des équipes TI, c'est les compétences nécessaires pour amener de la valeur à un produit, pardon. Donc, si c'est changer des processus, puis faire de l'amélioration, puis faire des kaizen pour améliorer un processus en lien avec notre produit, ben ça rentre dans l'équipe produit. Puis s'il y a un volet gestion du changement à mettre en œuvre pour supporter les changements qui sont apportés par ces produits-là, ben ça fait partie aussi d'une équipe produit. Je passe vite sur les frameworks. Il existe des frameworks d'agilité à l'échelle qui mettent en commun plusieurs équipes. Je vous montre, pour ceux que ça intéressera, LESS est un exemple de framework d'agilité à l'échelle qui vise à faire un mode un peu qui se rapproche du mode produit. Le Nexus Framework de Scrum.org qui est également aussi ça. Puis SAFe qui est aussi un autre framework d'agilité à l'échelle, mais qui est peut-être un peu plus évolué ou qui ratisse plus large, je dirais, plutôt que les deux autres. Les deux autres sont peut-être plus en mode produit en termes de livraison, puis dans SAFe, on a l'aspect gestion de portefeuille, gestion par chaîne de valeur. Puis un paquet d'autres choses. Donc, je ne suis pas un cours de SAFe non plus, mais je vais juste vous dire, quand vous entendez parler de train à l'intérieur de SAFe, ben c'est des équipes produits, quand vous entendez parler de gestion de portefeuille, etc. Donc, voilà pour les frameworks. Et donc, si on résume ces équipes produits-là, c'est des équipes d'équipes agiles responsables de leur engagement multidisciplinaire, dédiés, co-localisés. Et quand je dis multidisciplinaire, c'est autant des gens d'affaires, des gens de développement, des gens d'opération, des gens de gestion de changement, etc. C'est certain qu'il n'y aura pas des équipes dédiées, mettons, de gestion de changement dans chacune de ces équipes. Mais il va y avoir les compétences, puis vont peut-être être supportées par des équipes qui sont plus transversales. Donc, c'est sûr qu'il y a des corps de métier qui ne sont pas nécessairement répliqués dans chacune de ces équipes-là. Mais autant que possible, il faut que ces équipes-là soient le plus autonomes possible. Et c'est des équipes qui sont en mode construire, mesurer et apprendre. Là, vous allez me dire si c'est des équipes autonomes puis dédiées à des produits, c'est donc des silos. J'ai mis cette slide-là parce que j'ai eu souvent cette question-là. Je me dis, ah oui, Nicolas, ce que tu dis là, c'est comme ces équipes produits-là, ces pipelines de livraison-là, c'est des silos. Mais là, dans nos transformations organisationnelles, ils nous disent de briser les silos. Puis je ne comprends pas, tout est en train de nous dire de bâtir des silos. Ben, oui et non. Je vais m'expliquer. Puis je vais utiliser une métaphore. Tout le monde connaît le Tour de France, qui cette année est en péril. Je ne sais pas s'il va avoir lieu, mais bon. Bref. Au Tour de France, il y a essentiellement deux types d'épreuves. Tu as le contre-la-montre, qui est une... en fait, le contre-la-montre et
les épreuves par équipe, par étape. Donc, contre-la-montre, c'est quoi la caractéristique? C'est on est seul, on va du point A au point B le plus rapidement possible et il n'y a pas d'obstacle clair, on n'a pas à s'arrimer, se coordonner. Bref, on va le plus rapidement possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans les épreuves par équipe, on doit traverser des cols, c'est extrêmement complexe, c'est difficile, on doit se coordonner avec des coéquipiers parce que sans eux, on n'y arriverait pas. Donc, ça demande un peu plus de coordination. C'est plus long à faire, c'est plus lent, mais on n'a pas le choix d'avoir des équipes, de la coordination, parce qu'on a des défis plus grands qu'un seul individu à accomplir. C'est la même chose en mode produit. Donc, en mode produit, on va découper notre organisation, soit factuellement ou virtuellement, en chaîne de valeur ou en domaine d'affaires. Puis, l'objectif, c'est de livrer de la valeur, c'est d'avoir un flot de valeur le plus rapidement possible. Donc, je ne veux pas avoir besoin d'un autre domaine d'affaires, d'une autre chaîne de valeur pour arriver à livrer ce que j'ai à livrer. Je veux être le plus autonome possible parce que en bas, c'est mes clients qui attendent. Puis c'est eux que je dois servir le plus rapidement possible. Donc, je dois avoir tout ce que j'ai besoin pour livrer rapidement de la valeur. Et c'est ce que des équipes en mode produit et la gestion de produits permet de faire. Donc, oui, c'est des silos, mais c'est des silos parce que dans l'enjeu qu'on essaie de régler, c'est de livrer rapidement de la valeur à nos clients et comprendre rapidement ce qu'ils ont besoin et se réajuster rapidement. Donc, je vais être le plus autonome possible à pouvoir le faire, pour avoir le plus de vélocité et de flow dans ce que je fais. Maintenant, parfois, on essaie d'accomplir des choses qui sont plus grandes que nous. Donc, transformer une organisation, avoir une stratégie globale, déployer des orientations, atteindre un but qui est plus grand que chacun de ces silos-là. Ben, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin des autres. Donc, j'ai besoin d'une gouvernance qui va assurer la cohérence d'ensemble, qui va donner la vision, qui va aligner les gens sur des objectifs, qui va aligner les gens sur des stratégies, qui va permettre d'assurer la cohérence entre ces morceaux-là. Et je peux mettre aussi des structures. Souvent, on va voir des structures comme des communautés de pratique pour assurer le développement de l'organisation sur des aspects transverses et s'assurer que les bonnes pratiques d'un côté soient répliquées de l'autre et soient partagées, qu'on grandisse tout le monde ensemble pour atteindre les objectifs qu'on a à faire. Donc, on veut créer de l'alignement puis du développement de compétences organisationnelles. Donc, voilà pour les silos. Donc, ce qu'on veut, essentiellement, c'est au final, c'est partir de ces deux solitudes-là qui sont les affaires d'un côté et les TI de l'autre et chacun sa perspective sur une seule et même chose et pouvoir aller vers... c'est ma meilleure animation, ma meilleure transition de l'histoire, aller vers mon cercle magique qui met le client au centre de ce qu'on fait, puis les trois couches, puis aligner les TI, les affaires sur la même perspective de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. Je voulais oui, c'est vrai, j'avais mis ça. Je voulais vous souhaiter merci. Restez en santé pour les gens qui vont écouter cette vidéo-là peut-être dans quelques mois, puis que la pandémie, ça sera qu'un vague souvenir. Ben, je vous salue, puis je vous dis profitez de rester en santé. Merci Nicolas. Pour de vrai, je trouve que c'était un des meilleurs résumés que j'ai vu de l'agilité à l'échelle en partant d'un besoin. Je trouve ça excellent comme la manière que ta présentation était montée. J'aimerais par contre poser une petite question. Tu parlais beaucoup de mesurer la satisfaction client. Je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont pas rendues là ou qui cherchent par où commencer. Ça serait quoi tes meilleurs conseils sur aller chercher justement le pouls de satisfaction de tes clientèles si tu es dans un mode où que tes clients, tu es content quand ils achètent, mais tu n'as jamais vraiment pris la peine de te soucier c'était quoi leur point de vue ou leurs besoins dans les dernières années. Là. C'est par où commencer? Ben, je dirais, puis mettons, moi, j'ai une expérience plus dans la fonction publique, puis souvent, ça va revenir rapidement, parce qu'on n'a pas de contact direct avec nos clientèles. On a donc c'est difficile de savoir vraiment ce qu'ils ont comme besoin, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Je pense que à tout le moins, c'est de partir d'où on est. Puis de comprendre un peu à travers nos clients internes qu'est-ce que
qu'est-ce qui drive leur quotidien, qu'est-ce qu'ils entendent sur, mettons, dans leurs équipes opérationnelles. Je pense que s'outiller aussi sur mettons, de la télémétrie, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place. Relativement faciles, je ne vais pas dire très facile, là, parce que ça dépend des profils technologiques qu'on a dans les organisations. Mais de la télémétrie pour mesurer un peu qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que les gens utilisent. Puis, je pense que, tu sais, des focus gros, des clients. Je disais des clients internes, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, là. Dans le sens, on est tous clients, mettons, de notre organisation bien souvent. Je travaille dans une compagnie d'assurance, je vais sûrement être le client de mon propre employeur. Fait qu'il y a certainement des façons comme ça d'aller chercher un feedback clientèle. Mais après, c'est de trouver comment on peut entrer en contact avec ces gens-là à travers des sondages, à travers des focus group. J'en ai vu quelques-uns dans des ministères où il y avait des focus group, où il arrivait avec des maquettes d'écran, puis qui allaient chercher du feedback spécifique sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ce qui est difficile, c'est pas tant d'arriver à aller chercher du feedback, c'est plus d'arriver à le faire fréquemment. Tu sais, souvent, on arrivait à avoir dans un ancien client au gouvernement, il était capable de faire des focus group, mais c'était compliqué à organiser, ça orchestrait des coûts, ça demandait des autorisations, puis on pouvait en faire une fois ou 6 mois. Mettons. Mais c'est sûr que si tu avances à coup d'itération de 2 semaines, quand tu as le feedback client au bout de 6 mois, ben c'est pas toujours super facile. Mais je pense qu'il faut bâtir sur ces petits gains-là, puis essayer de trouver comment qu'on peut aller chercher du feedback. Puis tu sais, il faut aussi briser un peu les paradigmes qu'on a. Des fois, on se met des bâtons dans les roues parce qu'on a l'impression que c'est pas possible, puis qu'on peut pas le faire, puis que c'est pas permis. Mais quand on essaie, puis surtout quand on démontre la valeur de ça, ça vient assez rapide de le faire. Puis tu sais, je vais revenir sur l'exemple du télétravail en ce moment qui est déployé dans plein de ministères et organismes. Il n'y a pas si longtemps, c'était impossible de faire ça aurait été impossible de faire ça. Puis là, du jour au lendemain, c'est devenu possible de faire. Fait que, tu sais, des fois, il y a des opportunités qui se présentent, puis il faut juste les voir. Puis Merci, je pense que ça répond quand même bien. Est-ce que parmi les autres personnes qui étaient à distance, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Non? Ben, je pense que c'est parce que c'était très clair. Nicolas, un grand merci d'avoir pris le temps de donner une deuxième chance et de faire cette présentation avec nous. Pour de vrai, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de mettre en perspective qu'est-ce que c'est l'agilité à l'échelle. Puis je pense que ton approche de la présenter était vraiment excellente de partir d'un besoin qui est de la gestion en mode produit et après ça d'expliquer le pourquoi. Donc, un très grand merci. On a bien hâte de voir comment vous avez apprécié cette expérience aussi, ceux qui ont écouté à distance. Donc, n'hésitez pas à commenter, comme je le disais, allez nous suivre sur nos différentes plateformes. Écrivez-nous ce que vous en pensez. On aimerait savoir votre feedback client. Donc, nous, on est là pour répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des idées de conférences, si vous avez des commentaires, des bons points à nous envoyer, n'hésitez pas à nous les commenter sur notre page Facebook, en commentaire de cette vidéo, peu importe. Donc, un grand merci à tous d'avoir écouté et encore merci Nicolas d'avoir pris le temps de faire ça avec nous aujourd'hui. À la prochaine.